Et ce face-à-face, pour plusieurs observateurs, c'est ce qui marque le vrai début de la campagne électorale, en fait le moment où les électeurs commencent à prêter vraiment attention. Alors, pour discuter des enjeux de cette soirée et des suites aussi que ça peut avoir sur la campagne électorale, je retrouve les journalistes Joël Denis-Bellavance, Althia Raj et Catherine Lévesque. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, on l'a dit, c'est un moment important donc dans la campagne électorale. Justin Trudeau semble pas avoir encore réussi à convaincre les électeurs de la nécessité de cette élection. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a le plus gros défi ce soir à ce face-à-face? Je crois que oui, parce que pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, c'est parce que c'était M. Trudeau qui a déclenché ces élections et qui a choisi la date pour des élections. Donc, et la campagne qu'il a entreprise, par contre, démontre qu'il ne semblait pas être aussi près que ses adversaires. Donc, il a beaucoup de choses à prouver ce soir, notamment expliquer pourquoi ces élections étaient nécessaires et pourquoi les Canadiens devraient lui confier un autre mandat qu'il sollicite maintenant. Et s'il veut consolider ses acquis, il doit offrir une performance sans faille ce soir. Donc, l'enjeu est détaillé pour M. Trudeau. Oui, parce que Althia, il y a aussi le Bloc québécois quand même qui a eu un début de campagne difficile. Qu'est-ce que doit accomplir Yves-François Blanchet pour tenter de renverser la vapeur? Je dirais franchement retrouver son charme. On dirait qu'il l'a perdu durant cette campagne électorale. Il est beaucoup plus pointu comme il est avec les journalistes à Ottawa, mais je pense que l'électorat ne le voit pas comme ça la plupart du temps. Alors, je dirais remettre le train sur les rails puis se montrer plus flexible, plus charmant. Et puis, j'imagine qu'il va aussi essayer de se démarquer vis-à-vis le chef conservateur, Erin O'Toole, qui semble monter dans les sondages. Et même, il y avait un sondage cette semaine où est-ce que les conservateurs ils étaient à l'avance du Bloc québécois. Alors, pourquoi pas un vote pour Erin O'Toole? C'est l'argument que M. Blanchet doit faire. Oui, parce que évidemment, chacun a son lot de défis. Catherine, qui a le plus à perdre, qui a le plus à gagner de cet exercice de face-à-face ce soir? Je pense que vraiment, ça va être décisif tant pour Justin Trudeau que pour Erin O'Toole. Je pense que l'un et l'autre devront faire l'argument qu'ils peuvent servir soit un autre mandat ou carrément changer de gouvernement. Bon, on l'a dit, Justin Trudeau, jusqu'ici, n'a pas vraiment réussi à convaincre les électeurs qu'une élection était nécessaire. Donc, je pense que vraiment, ce soir, ça passe ou ça casse. Il doit absolument faire l'argument et surtout faire comprendre le message pourquoi on est allé en élection et tenter de convaincre les électeurs. Un autour de son côté, eh bien, justement, Althia l'a relevé, mais justement, il doit se présenter aux Québécois. Il doit montrer qu'il est une alternative nationaliste à Yves-François Blanchet et que finalement, il pourrait accomplir essentiellement les mêmes buts que le gouvernement du Québec veut accomplir, mais à Ottawa. Donc voilà, je pense que vraiment, ça va se jouer entre ces deux-là. Et j'ajouterais juste rapidement que j'ai bien hâte de voir aussi l'affrontement entre Yves-François Blanchet et Jack Meeting parce qu'on sait que les deux hommes ne se sont plus adressés la parole là, depuis de nombreux mois. Oui, ça va être intéressant à voir. Juste un mot pour rappeler à nos téléspectateurs que ce face-à-face de TVA sera diffusé à l'antenne de CEPAC, donc ce soir à compter de 22 heures. Cela étant dit, on va maintenant parler des plateformes des différents partis. Elles sont toutes maintenant publiées avec celle finalement des libéraux hier. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de ce que Justin Trudeau propose aux Canadiens? Ben, il y a encore beaucoup de dépenses, c'est ça, c'est ce que je pense que c'est l'essentiel que les Canadiens vont retenir, c'est-à-dire que Justin Trudeau est prêt à continuer à dépenser sans vraiment compter. On remarque qu'il y a l'équivalent de 78 milliards de dollars de dépenses, de nouvelles dépenses proposées dans la plateforme, alors qu'il a seulement 25 milliards de revenus. Ça fait en sorte que le déficit sous les libéraux, s'ils sont reportés au pouvoir, pourrait s'agrandir à nouveau au cours des prochaines années. Donc, la rigueur budgétaire auquel nous avait habitué, par exemple, Paul Martin, l'ancien ministre des Finances libérales de Jean Chrétien, ou encore même le gouvernement chrétien dans son ensemble, elle n'est plus vraiment présente dans l'incarnation que donne Justin Trudeau au Parti libéral aujourd'hui sous sa houlette. Oui, parce que, Catherine, je vais aller à vous. Vous suivez la campagne des libéraux. Est-ce que, justement, les troupes de Justin Trudeau sont confiantes de renverser la tendance avec cette plateforme électorale qu'ils ont déposée hier? C'est du moins le sentiment qu'on a dans la campagne. Écoutez, les 2 premières semaines, je crois, ont été très difficiles pour les troupes de Justin Trudeau. Justement, ils se faisaient accuser de ne pas avoir d'idées, de manquer d'inspiration pour leur plateforme électorale. Vraiment, on sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait aussi près qu'ils le voulaient. Là, enfin, hier, ils ont présenté leur plateforme électorale à la mi-campagne. On sentait vraiment un soupir de soulagement de leur part. Enfin, ils avaient quelque chose de tangible à
présenter, mais en regardant exactement les promesses, ce qu'on propose, c'est essentiellement un peu du réchauffé. Là, c'est un peu ce qu'on nous a servi l'année dernière dans le discours du trône, et puis encore une fois dans le budget. Donc là, on vient réchauffer au micro-ondes pour une deuxième fois la plateforme électorale des libéraux. Alors vraiment, c'est un peu du déjà-vu. Les seules nouvelles, les nouveautés, finalement, les grosses dépenses, c'est vraiment en santé, évidemment, des dépenses en santé en conditions, mais c'est aussi le plan en logement. Et là-dessus, on pourrait faire l'argument que la crise du logement, la crise de la propriété, la bulle immobilière, elle est déjà bien en place. Donc, voilà un peu disons qu'ils sont confiants, mais il y a quand même des défis là, pour la suite. Avec 78 milliards en dépenses. Althia, sur la plateforme des conservateurs maintenant, Erin O'Toole, on le sait, promet de rétablir l'équilibre budgétaire sur 10 ans. En se basant sur des projections économiques très optimistes, voire même irréalistes selon plusieurs économistes, est-ce que les conservateurs ont été clairs sur leur volonté de faire des compressions, oui ou non? Quel impact ça pourrait avoir aussi sur leur campagne électorale? Eux, ils diraient qu'ils ont été clairs, qu'ils vont pas augmenter les impôts, qu'ils vont pas faire de coupures. Mais si on regarde leur plan, la grosse différence entre les deux plans, à part des visions qui sont très différentes pour le Canada, c'est que la plateforme du Parti libéral, elle est chiffrée par les libéraux eux-mêmes. Puis la plateforme du Parti conservateur n'est pas chiffrée du tout. Puis les conservateurs, eux, ils donnent l'argument, ils l'ont envoyé au bureau du parlementaire du budget, directeur parlementaire du budget. Merci beaucoup, TVO, pour faire la vérification. Mais eux, ils n'ont pas tenté à chiffrer leur plateforme. Alors, les libéraux veulent se dire que eux, ils sont plus prudents, qui sont des gérants des affaires publiques de manière plus sereine que le Parti conservateur. Mais c'est difficile à dire parce qu'on n'a aucune idée combien d'argent les conservateurs planifier dépenser. Puis oui, vous avez absolument raison. Le 3% d'augmentation année après année, c'est du jamais vu. Je pense que c'était dans les années 60 qu'on avait vu ça la dernière fois. C'est vraiment, c'est pas nécessairement réaliste, mais ça va dépendre aux gens, s'ils veulent quelle vision qu'ils préfèrent. Est-ce que ça dérange vraiment qu'elle n'est pas chiffrée ou non? Parce que ça se peut qu'elle ne va pas être chiffrée du tout avant le jour du scrutin, le 20 septembre. Le temps file et je veux vous entendre sur les manifestants anti-vaccins parce que ça a quand même marqué la campagne. On l'a vu, le ton est très agressif. On s'en prend personnellement à Justin Trudeau. Catherine, je le répète, je reviens à vous parce que vous êtes dans la caravane libérale. Vous étiez aux premières loges de ces manifestations-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Justin Trudeau aux manifestants? En fait, la réponse de Justin Trudeau a évolué dans les derniers jours. On se souvient que vendredi passé, quand son rassemblement avait été annulé à Bolton parce qu'il manquait de sécurité, de toute évidence, il avait dit, écoutez, ces personnes-là ont eu une année difficile eux aussi, il faut faire preuve de compassion. Il avait vraiment un ton plus posé à l'endroit des manifestants. Et là, vraiment, depuis 2 jours, on sent que le ton a complètement changé. Il s'en prend aux manifestants et dit « Ils ont tort, nous avons raison. On ne peut pas se permettre d'aller dans un autre confinement à cause de ces personnes-là. » Donc vraiment, on sent que le ton de M. Trudeau a changé à l'égard des manifestants. Et la raison est simple, c'est que M. Trudeau, depuis le début de la campagne, se cherche un adversaire. Il a tenté de dépeindre Erin O'Toole de toutes les façons possibles. Et puis vraiment, ça ne collait pas. Donc là, il s'est trouvé un ennemi lors de cette campagne, c'est les manifestants. Justement, est-ce que vous pensez que ça va aider Justin Trudeau, que ces manifestants, ou ça va lui nuire dans la campagne? Peut-être. Je dirais les petits groupes de manifestants qu'on avait vus en 2019, là, les gens qui portaient des vestes jaunes qu'on avait vus à Calgary, par contre, ça n'a pas aidé Justin Trudeau. C'est pas vraiment la même chose. Je dirais que c'est pas les manifestants comme tels, je crois, qui vont l'aider, sauf que quand on a vu les regroupements cette semaine à Kelowna, comme exemple, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui sont sortis dans les rues que les vaccinés croyaient existaient dans la population anti-vaccin et anti-lockdown. La question clé, c'est vraiment, est-ce que ça va nuire à Erin O'Toole? Est-ce que Erin O'Toole va se sentir qu'il doit créer plus de distance entre lui et les manifestants? Parce que M. Trudeau essaie vraiment d'indiquer que ces gens-là, c'est des conservateurs, c'est des gens qui supportent M. O'Toole, puis c'est la faute de M. O'Toole que ces gens-là ne restent pas chez eux puis qui sont sortis en train de se manifester. C'est pas mal...
C'est un gros risque, je dirais. Joël Denis, votre avis? Ouais, je dirais que les manifestants en ce moment s'en prennent à peu près à tout le monde qui est au pouvoir. En Ontario, il y a eu des manifestations. On vise même la maison privée de Stephen Lecce, le ministre de l'Éducation du gouvernement de Doug Ford. Et en Colombie-Britannique, on a vu aussi beaucoup de grosses manifestations. Elles visent ces manifestations. Le gouvernement de John Horgan, un néo-démocrate. Donc, on ne peut pas accoler, je pense, à qui que ce soit. Ces gens-là manifestent contre le pouvoir, contre les gens qui sont au pouvoir. Donc, tout le monde y passe à la trappe, si vous voulez. Tous ceux qui gouvernent en ce moment goûtent à la médecine de ces gens qui sont contre les vaccins. Oui. En terminant, il nous reste à peu près 1 minute. Vous êtes trois à parler. On entre dans la deuxième moitié de la campagne électorale. Il y a les 2 débats des consortiums des télédiffuseurs en français et en anglais qui s'en viennent la semaine prochaine. Je veux savoir, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous allez surveiller au cours des prochains jours de cette campagne électorale? Althia, je commence par vous en quelques secondes. Je dirais que le ton devient de plus en plus négatif parce que c'est ça qu'on a vu cette semaine. Aussi, je m'attends de voir beaucoup plus d'annonces à la télévision. Les partis politiques qui ont opéré sous la pensée que les gens ne portaient pas attention durant l'été puis que maintenant, après la fête du travail, ils se mettent à regarder c'est quoi l'option devant eux. Catherine? De mon côté, je pense que les libéraux vont être très, très, très agressifs. Ils vont définitivement aller surtout en Ontario, au Québec. Ils vont aussi aller en Colombie-Britannique. Donc, ils vont vouloir garder leurs acquis. Et je vais aussi surveiller les sondages, voir si vraiment les débats ont un effet et si les conservateurs continuent de monter, si les libéraux continuent de descendre. Joël Denis, vous allez surveiller quoi? On peut s'attendre à quoi? Moi, c'est les sondages immédiatement après le débat de ce soir, parce que je pense que c'est un débat important, un débat assez qui pourrait marquer le reste de la campagne. Donc, si ça fait bouger l'aiguille des sondages au Québec, tout pourrait bouger au pays au cours des prochaines semaines. On s'en reparle bientôt. Joël Denis, Catherine, Althia, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, en fait mercredi exceptionnellement, pour notre couverture spéciale du 2e débat en français. Alors, merci à vous trois. Merci. Merci.